continuons ces analyses littéraires de la rhétorique de Xi Jinping. Bon, on n'est plus dans le dur des concepts de la philosophie politique, mais ce n'est pas sans intérêt. Il n'est pas sans intérêt de comprendre quelles sont les références qui viennent orner le discours de Xi Jinping et donner à cette rhétorique une saveur littéraire particulière. Comment la caractériser ? Un certain romantisme vient colorer la superposition réaliste des registres littéraires, car de nombreuses citations viennent constamment, colorer les discours de Xi Jinping d'une note sentimentale. Par exemple, dans le discours du 16 décembre 2015, qui s'intitule « Construire un système de gouvernance mondiale d'Internet multilatéral, démocratique et transparent », eh bien, Xi Jinping utilise opportunément, une certaine référence à Mo Tse, le penseur de la technique. Mais Mo Tse est aussi un grand penseur de l'amour universel, du Jian'ai en chinois, pour équilibrer l'aspect froidement intellectuel d'un discours technique ou technocratique. C'est en cela que je trouve que ces choix sont parfois pertinents. Alors, remettons par exemple cette citation dans son contexte. Je ne vous lis pas le texte en chinois, je vous propose cette traduction. Je cite « Avec la multipolarisation du monde, la globalisation économique, la diversification culturelle du monde, l'informatisation de la société dont le développement s'approfondit, le réseau de l'Internet sera toujours plus utile au progrès de la civilisation humaine. En même temps, des questions apparaissent au fil des jours concernant le développement déséquilibré, la réglementation imparfaite, les priorités irrationnelles du domaine Internet. Pour promouvoir la réforme du système de gouvernance de l'Internet mondial, nous devons renforcer les principes suivants. Respecter la cybersouveraineté, protéger la cybersécurité, promouvoir une coopération ouverte. L'amour universel gouverne tout sous le ciel, les dissensions y jettent le désordre. Fin de citation. Vous trouvez ça dans le tome 2 de la gouvernance de la Chine, donc discours du 16 décembre 2015, à la page 532. Le discours reprend ensuite son style technique initial. Mais ce qui est intéressant, ce qu'il faut remarquer, c'est que la formule empruntée à Mo Tse, extraite d'ailleurs du Jian'ai Shang au sujet de l'amour universel, crée une rupture du style qui alerte pour au moins 3 raisons. D'abord, elle surprend, comme à chaque fois qu'est mobilisé un auteur réputé du répertoire ancien. Ça surprend parce que la grammaire classique de la phrase, qui surgit au milieu d'un discours en chinois moderne, interpelle l'oreille. Ensuite, elle introduit une image dans la tradition de la modernité et elle avalise le retour de cette tradition dans la modernité. Ça dit quelque chose sur les rapports de cette Chine moderne à sa tradition. Le nom n'est pas nécessairement donné. Ici, par exemple, la référence à Mo Tse n'est pas explicitée. Le nom de Mo Tse n'est pas explicité, mais la référence bibliographique figure toujours en fin de discours. Enfin, troisièmement, elle tente d'équilibrer un discours rationnel sur des questions de droit et de développement technologique par un propos qui fait droit au sentiment. À l'exception peut-être des discours portant sur des questions économiques, presque toute la prose néo-marxiste de Xi Jinping est ponctuée par ce parfum intermittent de romantisme, Elle est nourrie, et comme on le verra plus bas, par une doctrine d'inspiration confucéenne sur le thème de la famille, par exemple, sur une théorisation des liens de solidarité, pensée en vue d'une extension à l'humanité tout entière des rapports d'affection filiale. C'est tout le chemin qui va de l'art d'être un bon mari, je cite Xi Jinping dans le tome 1, page 539, décrit donc dans la biographie de Xi Jinping lui-même, à la fin du premier tome de la gouvernance de la Chine, à celui d'aimer le peuple comme ses propres parents. Et là, je cite encore une autre formule de Xi Jinping que vous trouvez toujours au tome 1, à la page 519. Bon, beaucoup d'universitaires, vous le savez, dénoncent cet usage de la culture classique. Évidemment,
le choix des citations est commandé pour Xi Jinping par un impératif pratico-politique, et c'est ce qui exaspère les universitaires. L'usage qu'il en fait n'est pas un usage critique, il ne s'agit pas pour lui de faire de l'exégèse littéraire ou du commentaire de texte de ces auteurs cités. On notera que la référence confucéenne à la famille s'abstient par exemple de soulever le problème moral du statut de la femme dans le confucianisme, la femme n'apparaissant pas, vous le savez, dans les entretiens de Confucius, sinon sous la figure socialement très circonscrite de la mère et de l'épouse, non pas comme un être susceptible d'avoir son propre destin. Là, vous savez qu'il y a un sujet de question concernant le confucianisme et son rapport aux femmes. N'est pas non plus évoqué le problème de la pénurie démographique des femmes qui découle de ce statut, je dirais, infériorisé de la femme dans le contexte de la politique de l'enfant unique, ou en tout cas aggravé par le contexte de la politique de l'enfant unique, qui est désormais révolue. Vous savez que la Chine ne pratique plus cette politique de l'enfant unique. Quoique Xi Jinping ne problématise pas ces questions relatives au statut de la femme, il commente et il valide cette image traditionnelle de la mère-épouse dans le discours du 12 décembre 2016, par exemple, en citant d'abord l'autorité confucéenne d'un historien de la dynastie Han, Sun Yue. Je le cite, « Prendre soin de la famille, prendre soin de l'éducation familiale, prendre soin des mœurs familiales. Il y a longtemps que la nation chinoise attache de l'importance à la famille. Il est dit justement « Tout sous le ciel est fondé sur la famille. » Fin de citation. Dans ce discours tenu devant les représentants du premier concours national des familles modèles, Xi Jinping a précisé, je le cite, « Le respect des anciens et l'amour des enfants, une femme vertueuse et un mari paisible, une mère tendre et des enfants aimants, des aînés affectueux et des cadets respectueux, un travail assidu pour soutenir sa famille, la transmission des moyens matériels et des lectures aux générations suivantes, la connaissance des livres et des rites, le respect de l'ordre et la conservation des lois, la prospérité de la famille. Tout cela, dit Xi Jinping, est gravé dans l'esprit des Chinois, coule dans leurs veines et soutient la nation chinoise dans sa croissance sans fin, transférant une force spirituelle importante de génération en génération. C'est le trésor de richesse spirituelle de la construction d'une civilisation familiale. Nous devons accorder de l'importance à la construction d'une civilisation familiale, travailler à ce que des millions de familles deviennent le fondement important du développement de l'État, des progrès de la nation, d'une civilisation harmonieuse, qu'elle devienne le point de départ de notre rêve. Fin de citation. Bon, on voit bien ici que la confucianisation de la rhétorique de Xi Jinping lui permet d'exposer une spiritualité séculière de l'amour, qu'il articule avec la vie familiale à un projet politique global, transfigurant la rugosité du quotidien en rêve collectif, enracinant ce qui aurait pu rester un programme politique rigoureux et austère, dans la culture d'un sentiment salutaire, du moins l'espère-t-il, contenant un défi exigeant. Il n'est pas rare que dans le contexte confucéen où l'exemplarité joue un rôle pédagogique crucial, des informations biographiques ou quasi hagiographiques nous soient livrées, et la suite immédiate de ce discours nous conduit, avec une feinte simplicité, dans l'intimité d'une vie vouée à la sacralisation du service de l'État. Xi Jinping ne s'adresse pas à des spectateurs ou des auditeurs passifs, ou passivement témoins des exploits du parti maître d'œuvre du chantier en cours. Évidemment, ce sont des discours que, si vous voulez, des Occidentaux qualifieraient de discours de propagande. C'est ce que, plus objectivement, je qualifierais d'homélie sans porter de jugement, des homélies de Xi Jinping qui ont pour fonction de susciter l'identification, bien sûr, d'exhorter chaque Chinois, membre du parti ou simple citoyen, à l'imitation de ces modèles. Et il le fait ici en montrant comment le rêve collectif, magnifié bien sûr, prend sa source dans les rêveries individuelles les plus banales qui pourraient être celles de tout un chacun.
Il le fait en reliant le plus petit au plus grand, l'actuel banal au passé mythique, et il ne le fait pas au moyen d'injonctions seulement, même si les « il faut » ne manquent pas, mais en stimulant activement l'imagination individuelle, en surinvestissant la vie ordinaire d'une intensité affective produite par l'activation d'images archétypiques. Et on va voir, si vous voulez, dans un prochain podcast, comment il convoque par exemple le souvenir du général Liu Fei. Le général Liu Fei, général célèbre de la dynastie Song. Je vous souhaite une bonne journée en attendant et je vous donne rendez-vous pour ce prochain podcast. Belle journée à tous!